Donc, qu'est-ce que l'on entend par les produits dérivés? Donc, si on veut donner une définition aux produits dérivés. Donc, ce sont justement des instruments financiers de couverture contre des possibilités de subir une moins-value induite par l'instabilité liée au comportement de l'économie, donc qui est marqué par une forte turbulence, une instabilité qui peut être bien évidemment à l'origine d'une moins-value. Dans ce cadre, les produits de couverture, ce sont des instruments financiers qui nous permettent de prémunir contre ça. Donc il y a la possibilité également de faire de la spéculation, de l'arbitrage. Donc ce qu'on peut déduire, donc il y a donc des utilisations. Donc il y a des utilisations comme vous voyez au niveau de la diapositive liées au monde réel, liées aux besoins de l'entreprise. À titre d'exemple, le risque de change. Donc on importe des matières premières. Donc l'entreprise, dans ce cas, il subit un risque de taux de change. Ou bien les prix des matières, ils peuvent baisser ou bien ils peuvent augmenter. Donc d'autre part, il y a des utilisations liées aux traders. Donc ce sont des spécialistes dans les salles de marché. Donc, ils ne sont pas des gérants de l'entreprise. Ils cherchent à gagner de l'argent, soit dans le cadre de la procédure spéculation ou bien dans le cadre de la procédure arbitrage. À ce niveau, on déduit qu'on a en quelque sorte deux types de comportements. Le comportement qui ont recours aux produits de couverture pour se protéger contre la possibilité d'avoir une moins-value qui peut être due à l'instabilité des taux d'intérêt ou bien à une instabilité des prix. À ce niveau, donc le fait de prémunir contre les éventualités d'avoir une moins-value, donc ils sont liés à un métier exercé. Donc cette situation arrive lorsqu'il y a un décalage entre le moment où la transaction a été effectuée et la date d'échéance à laquelle le cash, l'argent, on va dire de façon plus large, donc de l'argent va être encaissé. Donc pendant ce délai, il y aura des fluctuations des taux de change et de même des matières. Donc l'entreprise sera par voie de conséquence exposée au risque. Ou bien, il va tirer profit d'une hausse éventuelle. Donc soit une perte de change à son actif ou bien un gain de change à son passif. Un gain de change au-dessous des créances clients. Donc bien évidemment pour justement solder entre les créances clients et la banque. Ça pour les entreprises, pour les agents, ceux ayant confiance à la monnaie locale, ils sont prêts à subir la hausse éventuelle ou la perte. Ils procèdent seulement à la constate, ils constatent. Alors que certains veulent se couvrir. Comment et avec quelle technique? C'est ce qu'on va voir justement. Passons au premier type, ce qu'on appelle le contrat à terme. Donc c'est un engagement. Donc il se définit donc c'est un engagement ferme, mutuel, donc d'une partie bien évidemment, il s'engage de vendre à une autre partie. Donc l'engagement est mutuel. Donc il s'engage à vendre un sous-jacent avec un certain prix, une certaine quantité et livraison et le paiement retardé à une date fixée au départ. Donc, à la date de l'échéance convenue, on est obligé de respecter les termes du contrat. Donc, le prix est évolué. Supposons donc le prix est évolué à ma faveur, tant mieux pour moi. Et si les choses ont évolué à ta faveur, tant mieux pour toi. Donc, pourquoi le vendeur il a décidé de vendre avec ce prix? Donc, parce qu'il pense bien évidemment que dans le futur, les prix vont baisser. Donc, le vendeur, il pense que les cours vont baisser. Donc, au lieu d'attendre demain,
Il veut se couvrir, il veut se garantir dès aujourd'hui. Contrairement quand on est acheteur, on dit qu'on est dans une position courte. Donc, les deux parties de contrat ont des anticipations divergentes. Donc, sinon, s'ils ont les mêmes anticipations, le contrat ne sera jamais signé. Donc, une fois que je suis convaincu que je dois me couvrir avec un contrat à terme, donc la question qui se pose dans ce cadre, qui va me couvrir? Donc, les deux types de contrats. Donc, soit je vais aller à un marché organisé, je vais signer un contrat avec quelqu'un, et ce dernier, s'il porte défaillant, moi, je ne veux pas assumer le risque de contrepartie. Les contrats à terme vendus sur le marché organisé, on les appelle les futurs. Organisés parce qu'il y a une entité qui organise, on l'appelle la chambre de compensation, la CDC. Donc c'est un acteur de bourse, de la bourse des valeurs, compartiment des produits dérivés. Son rôle, donc en amont, agréer les vendeurs des produits dérivés. Et justement, pour être agréé, il doit avoir un compte chez la CDC, ce qu'on appelle le deposit. Donc comment, dans ce cadre, la question, on s'interroge sur donc comment la CDC garantit à la date d'échéance que celui qui avait promis de vendre, donc il va vendre, et celui qui avait promis d'acheter, il va acheter. Donc il va obliger le vendeur d'alimenter le compte par dépôt complémentaire proportionnel au moment de la transaction figurée dans le contrat. Et l'acheteur, la personne physique ou morale, on va lui ouvrir un compte provisoirement, on va l'ouvrir un compte provisoirement. Un compte donc pour ce contrat-là, donc alimenté par un dépôt. Donc pour que la chambre de compensation, la chambre donc soit sûre de la solvabilité du vendeur, il l'oblige à verser dans son compte un montant complémentaire. On appelle ça appel à marge. Mais si le prix baisse, on lui autorise de prélever une partie de son compte, ce qu'on appelle la restitution du compte. Donc exactement la même chose vis-à-vis du client. Donc supposons que le prix augmente. Donc le client va dire qu'il est très solvable. Le vendeur va vendre à un prix qui est inférieur à celui du marché. Donc le prix figuré dans le contrat est inférieur à celui du marché. Dans ce cas, l'acheteur est gagnant. Donc, on lui autorise de prélever de son compte. Et l'inverse est vrai. S'il baisse, ça veut dire, euh, ça veut dire qu'il est obligé. Ça veut dire, et le vendeur à vendeur, ça veut dire qu'il est obligé d'acheter au prix figuré dans le contrat. Dans ce cas, il est perdant. À ce niveau, la CDC, pour qu'il soit sûr de la solvabilité du client à la date de l'échéance, elle va lui exiger de verser un complément. Ce qu'on appelle à marge. Donc, quand c'est appel à marge pour le vendeur, c'est la restitution à marge pour l'acheteur. On peut le qualifier comme un jeu à somme nulle. Quand l'un est gagnant, l'autre est perdant. Donc, il y a une entité administrative qui, en amont, elle donne l'agrément aux intermédiaires qui vont se spécialiser dans la vente des produits de couverture futurs et qui gère au jour le jour. Donc, à ce niveau, passons maintenant aux avantages. Aux avantages de contrat à terme. Le, le premier et le seul avantage, c'est que gérer le risque sans être obligé d'assumer le risque de contrepartie parce qu'il est garanti par la CDC. L'autre partie du contrat, donc on s'en fout s'il est défaillante.
ou non. Il y a une entité qui garantit que l'opération va être dénouée dans les règles convenues dans le contrat. Donc c'est figé, le prix est constant. Alors que pour l'inconvénient, si on peut adresser deux critiques, donc deux limites. Donc ça nous protège contre le scénario défavorable dans le contrat. Donc si tu t'es engagé, donc la personne qui t'a vendu le contrat, il s'est engagé de te vendre à un prix figuré dans le contrat. Les prix ont augmenté. Donc il va vendre au prix qui est figuré dans le contrat malgré qu'il y a une hausse. Donc tu es protégé de la hausse des prix. Dans le contrat, il s'est engagé de t'acheter, par exemple, à 100. Les prix ont baissé à 90. Donc tu es protégé, tu vas vendre à 100. Donc ce qu'on peut déduire, c'est que les deux contractants sont protégés des mauvais scénarios. Mais tu ne peux pas tirer profit des mauvais scénarios. Donc, voilà. Pour la deuxième critique, c'est que les futurs, ce sont des contrats standardisés. Le deal et le montant, donc, ce sont des contrats déjà rédigés. Donc, il suffit de remplir le bénéficiaire. Donc, il n'y a pas une couverture sur mesure ou bien approximative. Passons maintenant au deuxième type de contrat à terme, c'est ce qu'on appelle les forwards. Ce deuxième type de contrat à terme, les forwards, c'est un contrat non coté en bourse. Donc établi directement entre les deux parties, sans intermédiaire. Donc ce qu'on peut... On va procéder à une comparaison entre les forwards et les futures. Donc ici, il existe le risque de contrepartie. Donc pour les contrats futurs, donc chaque jour, on actualise celui qui a gagné. Il touche le gain le jour même. Et celui qui a perdu, il verse le jour même. Puisque ce sont des contrats dans le cadre de l'anonymat. Ils peuvent être clôturés. Dans le premier, ils vont par opposition et par contre, le forward, c'est de gré à gré. Signer un contrat avec toi, ça veut dire je suis confiant. J'ai confiance en toi. Et non pas une tierce personne. Donc l'opération va boucler entre seulement deux parties. Alors ça, en ce qui concerne les contrats à terme. Passons maintenant aux options. Aux options. Donc, une option, il confère au porteur un droit et non pas l'obligation. Pourquoi? Donc, dans le contrat à terme. Donc, si c'est une obligation pour les deux fermes, c'est ce qu'on a qualifié, donc, ce qu'on a adressé comme critique et parmi les inconvénients du contrat à terme. Alors que les options cherchent en quelque sorte à pallier à cet inconvénient, puisque le contrat à terme, ça me protège des mauvais scénarios. Les options comblent cet inconvénient. Comment? Donc les options n'est pas une obligation pour les deux parties. Donc le vendeur de produits de couverture, donc c'est une obligation. Mais l'acheteur, c'est un droit. J'achète un droit. Et ici, donc, il y a une différence entre obligation et droit. Donc, de ce qu'on va voir. Donc, dans le contrat à terme, donc, il y avait un sous-jacent. Il y a également dans les options un prêt d'exercice. Ça existe également au niveau des options, la date d'échéance. Donc, il doit y avoir
une information complémentaire dans les contrats à terme. Donc on n'a pas besoin d'autre chose. On a besoin de préciser qu'il est le sous-jacent, de se mettre d'accord, négocier le prix d'exercice, donc de se mettre d'accord sur une date d'échéance. Une fois que l'on a fixé ça, donc signé par A et B, et voilà, le contrat va boucler. Donc pour les options, donc l'acheteur de l'option a le droit, alors que celui qui l'a vendu, il a une obligation. Donc quelle est la conséquence de la chose? Si les choses ont évolué à ma faveur, moi en tant que vendeur de l'option, et puisque c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire à ta défaveur, sont évolués à ta défaveur, puisque c'est un contrat, il ne va la conclure. Donc c'est un droit. C'est un droit. L'inverse est vrai. Donc il va m'obliger de signer un contrat. Donc ce qu'on peut déduire, c'est que les options, c'est un contrat biaisé. Et qui va m'obliger qui va m'obliger de signer ce contrat. Donc, il est donc ce que j'ai intérêt à exécuter. Donc moi, donc est-ce que j'ai intérêt à exécuter? Donc on a renoncé à la date de l'échéance. Donc il faut payer un prix. Donc le prix d'avoir le droit de choisir. Voilà ce qu'on appelle le prix de l'option. Elle-même, le prix de ce qu'on appelle la prime. Donc il n'a jamais été mis en application. Donc malgré son invention, cette technique, c'est ce qu'on appelle les options, depuis les années 50, mais il a connu une flambée une fois qu'on a, euh, des modèles qui permettent de calculer la prime de l'option. Donc, comment calculer la prime? Donc, il n'existe pas de modèle auparavant. Donc, une fois qu'il y a eu de modèles d'estimation des primes, donc le marché a flambé. Parce que c'est un contrat symétrique. Le vendeur s'engage irrécouvrablement. L'acheteur doit payer au moment de la signature du contrat au vendeur. Donc c'est ce qu'on appelle le prix d'émission.